Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Peur du soir. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ces histoires pour s'endormir. Alors, avant de fermer les yeux, laissez-moi un petit commentaire pour me dire d'où vous écoutez dans le monde. Et si vous appréciez ces épisodes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Installez-vous confortablement, respirez profondément et commençons. C'était une nuit de pluie battante, le genre de pluie qui noie tous les autres sons, rendant le monde étrangement isolé. Je conduisais prudemment, les essuie-glaces martelant le pare-brise quand une notification a vibré sur mon téléphone. Une nouvelle course. J'ai ralenti, me suis arrêté au coin d'une rue sombre et je l'ai vu. Un homme se tenait là, immobile sous la pluie, capuche relevée. Il est monté à l'arrière sans un mot. Son geste était rapide, presque trop fluide. Je l'ai salué, mais il n'a pas répondu. Son regard restait figé dehors, comme s'il observait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Nous avons roulé dans un silence pesant. Seul le rythme régulier de la pluie emplissait l'habitacle. Mais plus nous approchions de la destination, plus je ressentais une étrange tension. Dans le rétroviseur, je l'ai vu bouger nerveusement, ses poings crispés sur ses genoux. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il a simplement hoché la tête, sans un mot. Puis soudain, sa voix a brisé le silence, grave, pressante. Continuez à conduire. Avant que je puisse réagir, il s'est penché et a agrippé le volant. Sa poigne était glaciale, inhumaine. J'ai lutté, mais il était d'une force terrifiante. La voiture a quitté la route, happée par l'obscurité de la forêt. Le bruit de la pluie couvrait mes cris. Alors que je pensais ma dernière heure arriver, j'ai aperçu une lueur au loin, faible mais réelle. Dans un sursaut d'instinct, j'ai ouvert ma portière et sauté dans la nuit. J'ai couru, le souffle court, poursuivi par le son de ses rires. Des rires qui semblaient résonner de partout à la fois. Je n'ai pas osé me retourner. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes me lâchent, jusqu'à m'écrouler sur le bord d'une route éclairée. Une voiture s'est arrêtée. On m'a conduit à la police. J'ai raconté chaque détail. Ils m'ont écouté avec sérieux, mais dans leurs yeux, j'ai cru lire un doute. Et depuis cette nuit, chaque fois que je prends le volant, j'entends encore parfois un léger rire, étouffé par le bruit de la pluie. C'était une soirée banale, presque routinière. Dans mon appartement, la poêle crépitait doucement, diffusant une odeur d'épices qui emplissait la cuisine. L'ambiance était familière, réconfortante, le genre de moment où l'on se sent chez soi, à l'abri du monde extérieur. Puis, un bruit a rompu cette quiétude. 3 coups sourds à la porte. Je me suis figé, surpris. À cette heure, je n'attendais personne. Intrigué, j'ai posé ma cuillère et je me suis approché du Judas. Le couloir était désert, éclairé par la faible lumière jaunâtre du néon du corridor. Personne. Je me suis demandé si je n'avais pas rêvé. Mais avant même que je puisse m'éloigner, les coups ont repris. Plus fort, plus insistant. Une tension étrange est montée en moi. J'ai pris une inspiration, puis j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte, et là, posé sur mon paillasson, se trouvait un petit colis. Sobre, anonyme. Mon nom inscrit dessus, d'une écriture soignée et régulière.
Pas d'expéditeur, pas d'adresse, rien. Un frisson m'a traversé. Malgré l'inquiétude, j'ai ramassé le paquet et refermé la porte derrière moi. Pendant quelques secondes, je suis resté planté au milieu du salon, le cœur battant, incapable de décider l'ouvrir ou le jeter. La curiosité a gagné. Les mains tremblantes, j'ai arraché l'emballage. À l'intérieur, une main humaine, tranchée, livide, figée. Ses doigts recroquevillés semblaient y vouloir s'accrocher à quelque chose, ou à moi. Un cri m'a échappé. J'ai laissé tomber la boîte comme si elle m'avait brûlé. Mon esprit refusait d'y croire. Une blague sordide, une menace, ou pire. Alors que je reculais, prêt à fuir, un son m'a glacé, un tude, léger. Comme si quelque chose venait de tomber derrière moi. Je suis resté immobile, chaque muscle tendu, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque mes pensées. J'ai attrapé le premier objet à portée de main, un couteau de cuisine. Lentement, j'ai tourné sur moi-même. Personne, rien. Seulement le silence pesant de mon appartement. Un silence qui me donnait l'impression que les murs eux-mêmes retenaient en leur souffle. Je savais que je n'étais pas seul, que quelque chose ou quelqu'un m'observait. Alors, pris d'un élan de panique, j'ai couru vers la porte. Chaque pas résonnait derrière moi comme si une présence invisible me suivait, calquant ses mouvements sur les miens. Mais chaque fois que je me retournais, rien. J'ai ouvert la porte à la volée et me suis jeté dans le couloir, courant sans réfléchir, sans oser m'arrêter. J'ai dévalé les escaliers, le souffle court, et enfin j'ai jailli dans la rue. Je me suis retourné, haletant. L'immeuble se dressait là, impassible, comme si rien ne s'était passé. Aucun signe, aucune preuve. Mais je savais ce que j'avais vu. Et même si je n'aurais sans doute jamais la moindre explication, je ne pourrais jamais oublier cette main, ce silence oppressant. Et la certitude depuis ce soir-là qu'au-delà de ma porte, quelque chose attend encore. C'était une soirée comme les autres. J'étais seul, la pluie battait aux vitres. Un livre ouvert sur les genoux. Le tic-tac rythmait le silence. Puis une impression a glissé, je n'étais plus seul. Au début, j'ai accusé le vent, les conduits. Pourtant, à intervalles réguliers, de petits craquements remontèrent du parquet, comme des pas légers à l'étage. Je me suis levé, j'ai appelé, rien, je suis monté. Chaque marche grinçait trop fort. Puis j'ai vu la porte de ma chambre. Elle était ouverte, je l'avais laissée fermée. Je savais qu'il fallait redescendre, mais j'ai avancé. J'ai poussé la porte du bout des doigts, la pièce était vide, sauf le miroir. Accroché au mur depuis des années, il renvoyait un reflet légèrement en retard, comme s'il hésitait à me suivre. Alors derrière mon épaule, une ombre. J'ai pivoté, personne. De nouveau face à la glace, j'ai vu mes lèvres bouger. Les miennes n'avaient pas bougé. Un murmure a effleuré mon oreille. « Laisse-moi entrer.
Le reflet a souri, trop large, trop calme. Ses mains se sont posées contre la surface depuis l'autre côté. Sous ses paumes, la vitre s'est couverte d'une buée froide qui traçait des sillons comme des doigts qui griffent. J'ai reculé. Le sourire a grandi, mon reflet, non, pas moi. Il tapait lentement, comme un patient qui frappe à une porte. J'ai claqué la porte, je l'ai verrouillée, j'ai dévalé l'escalier. Dans le salon, j'ai éteint toutes les lumières, sauf une. J'entendais encore, étouffé par le plafond, ce petit heurt régulier, obstiné. Le miroir est toujours là. Je n'ose pas l'enlever. J'ai peur qu'il laisse un trou. Depuis, je traverse le couloir sans respirer. Et quand je passe trop vite devant la glace, il m'arrive de voir mon reflet cligner de l'œil une seconde après moi, comme pour dire « Je suis presque là ». Il y a des lieux dont on parle à voix basse, des endroits qui semblent engloutir le temps, avaler les pas de ceux qui s'y risquent et ne laisser derrière eux qu'un silence chargé de souvenirs. Dans mon village, cet endroit, c'était la vieille maison au bout du chemin de terre. Je l'avais toujours connue. Je passais devant gamin en revenant de l'école, mais je détournais les yeux. Même vide, elle avait quelque chose d'hostile. Ses volets fermés, ses tuiles manquantes, et surtout, ce sentiment indescriptible qu'on était observé dès qu'on ralentissait trop près de son portail rouillé. Les adultes racontaient qu'elle avait appartenu à une vieille femme qui avait disparu une nuit d'hiver sans laisser de traces. D'autres parlaient de rituels, de disparitions, des rumeurs. Mais quand on est enfant, les rumeurs suffisent pour nourrir des cauchemars. Les années ont passé, je suis parti faire mes études, puis par hasard, je suis revenu vivre non loin. Et un soir, lors d'une discussion entre amis, la maison est revenue dans la conversation. L'alcool aidant, j'ai lâché. J'y vais demain soir. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Ils ont ri. Certains m'ont mis au défi. Et moi, trop fier pour reculer, j'ai promis de leur ramener une photo de l'intérieur. Le lendemain, j'ai préparé une lampe torche et mon téléphone. J'ai attendu que la nuit tombe. Puis j'ai marché jusqu'au chemin. Chaque pas soulevait un peu de poussière. Et déjà la silhouette de la maison se découpait à travers les arbres. De près, elle était pire encore. Les murs semblaient se pencher vers moi comme si la bâtisse tout entière voulait m'engloutir. J'ai poussé le portail qui a gémi dans l'air nocturne. Le jardin était envahi de ronces. Je me suis frayé un passage, chaque branche griffant ma peau. Arrivé sur le perron, j'ai posé la main sur la poignée. Elle était glaciale, comme si quelqu'un venait de la tenir. À l'intérieur, l'air était vicié, lourd, presque palpable. Ma lampe a balayé le hall, papier peint arraché, meubles renversés, et partout, une odeur métallique, âcre. Je me suis avancé. À chaque pas, le parquet se plaignait. Puis, dans le silence, j'ai cru entendre autre chose. Pas seulement mes pas, mais une respiration. Lente, profonde. J'ai braqué ma lampe. Rien. Seulement l'escalier qui montait dans l'ombre. J'ai pris une photo pour preuve. Le flash a éclaté, éclairant un instant les murs décrépits. Quand j'ai regardé l'écran, mon sang s'est glacé.
Dans le coin du cliché, à moitié flou, une silhouette sombre se tenait près de la porte. Je me suis retourné aussitôt. Vide. La gorge serrée, j'ai décidé de monter. Chaque marche me donnait l'impression de m'éloigner du monde réel. Arrivé en haut, 3 portes. La première donnait sur une chambre d'enfant. Le lit était encore là, minuscule, avec une poupée au visage fissuré posée dessus. Ses yeux en verre semblaient suivre mes mouvements. J'ai reculé. La deuxième pièce était une salle de bain. Le miroir au-dessus du lavabo était fendu. Dans son reflet, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un derrière moi, mais quand je me suis retourné, encore une fois, rien. La troisième porte grinçait plus que les autres. J'ai poussé. C'était une grande chambre, presque intacte. Le lit couvert d'un drap jauni et contre le mur une armoire entr'ouverte. C'est alors que j'ai entendu un murmure, faible, comme une voix d'enfant qui chuchotait. Les mots étaient indistincts, mais le ton suppliant. Je me suis figé, mon souffle court. La lampe a tremblé dans ma main. Le murmure s'est répété, plus clair, plus proche. Je me suis approché de l'armoire. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai tendu la main, j'ai écarté la porte. Dedans, rien. Juste un manteau poussiéreux pendu au crochet. Mais quand j'ai reculé, le murmure a repris, derrière moi cette fois. J'ai sursauté, me retournant d'un bloc. Personne. Alors j'ai compris. La voix, elle ne venait pas de la pièce. Elle venait de la maison elle-même. Les murs semblaient respirer, haleter, chuchoter. Chaque fissure vibrait comme une bouche invisible. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. La maison grondait doucement, comme si elle prenait vie, et puis le murmure s'est transformé en cri. Un cri strident, venu de partout et de nulle part à la fois. La lampe m'a échappé des mains. Plongé dans le noir, je n'ai pas réfléchi. J'ai dévalé l'escalier en trébuchant. Je sentais quelque chose derrière moi, une masse qui me suivait presque à ma hauteur. J'ai atteint la porte d'entrée, j'ai tiré sur la poignée. Elle ne bougeait pas, j'ai frappé, hurlé. Et soudain, elle s'est ouverte d'un coup, comme si on me l'avait déverrouillée de l'extérieur. Je me suis précipité dehors, j'ai traversé le jardin, j'ai couru jusqu'au chemin sans me retourner. Ce n'est qu'arrivé devant ma maison que j'ai repris mon souffle. Mais quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que toutes mes photos étaient effacées. Toutes, sauf une seule. On me voyait debout dans la chambre de l'étage, mais derrière moi se tenait une silhouette noire, haute, aux bras interminables. Et sur le mur écrit en lettres rouges, une phrase « Merci d'être enfin rentré ». Ce soir-là, tout semblait normal. Je rentrais d'une longue journée de travail, fatigué, pressé de retrouver le calme de mon appartement. Le couloir de l'immeuble était désert, silencieux, presque trop silencieux. J'ai inséré ma clé dans la serrure et au moment où j'ai poussé la porte, un frisson m'a traversé le dos. Tout était à sa place, rien n'avait bougé. Pourtant, une impression étrange flottait dans l'air, comme si l'appartement avait respiré sans moi. Je me suis dit que ce n'était que ma fatigue. Alors j'ai allumé la lumière et je suis allé poser mes affaires. Quelques minutes plus tard, alors que je m'apprêtais à me doucher,
j'ai entendu un léger craquement. Un son infime venant du salon. Je me suis figé. Le genre de bruit qu'on entend quand quelqu'un marche doucement pour ne pas être surpris. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé, chaque pas me paraissant plus lourd que le précédent. Le salon était vide, complètement vide. J'ai ri nerveusement en secouant la tête. Ce n'était qu'un meuble qui avait travaillé, rien de plus. Mais alors que je m'apprêtais à retourner dans la salle de bain, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. La télécommande de ma télévision. Elle n'était plus sur la table basse, là où je la laisse toujours. Elle était posée bien droite sur le canapé, comme si quelqu'un venait de s'en servir. Un froid glacial m'a envahi. J'ai tenté de me raisonner. Peut-être que j'avais bougé la télécommande sans m'en rendre compte. Mais au fond de moi, je savais que non. Je me suis alors dirigé vers la porte d'entrée, décidé à sortir, juste quelques minutes, histoire de souffler. Mais en posant ma main sur la poignée, j'ai entendu derrière moi un souffle, clair, proche. Un souffle qui n'était pas le mien. Je n'ai pas eu le courage de me retourner. J'ai arraché la porte et je me suis précipité dans le couloir, le cœur en feu, persuadé qu'une présence était encore à l'intérieur. Depuis ce soir-là, je n'ai jamais remis les pieds dans cet appartement. Mais parfois, en passant devant l'immeuble, je jurerais voir la lumière s'allumer toute seule derrière mes anciennes fenêtres. Il y a des soirs où l'on aimerait ne pas rentrer chez soi. Ce soir-là, en ouvrant la porte de mon appartement, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Pas un bruit, pas un souffle, juste ce silence, trop lourd. Comme si les murs retenaient leur respiration. Je me suis dit que j'étais juste fatigué et que mon imagination me jouait des tours. Mais en traversant le couloir, une odeur m'a frappé. Un parfum poussiéreux, familier. Celui du vieux placard de ma chambre d'enfant. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas pensé à ce placard depuis des années. Pourtant, en respirant cet air chargé, c'était comme si j'étais revenu dans la maison de mes parents. Ce grand meuble en bois qui grinçait chaque fois qu'on l'ouvrait, et dans lequel je croyais qu'un monstre m'attendait, caché dans l'ombre. J'ai continué d'avancer, pas à pas, et l'odeur s'est faite plus forte, plus présente, jusqu'à me donner la nausée. Je suis arrivé dans ma chambre et c'est là que je l'ai entendu, un léger toc-toc, comme si quelque chose frappait doucement à l'intérieur de mon placard. Je suis resté figé. Le meuble était pourtant fermé. Rien ne pouvait bouger là-dedans. Je me suis approché, la gorge sèche, chaque pas résonnant dans le silence. Le souvenir de mes nuits d'enfant est revenu brutalement. Ce bruit, ce toc-toc, je l'avais déjà entendu. Je le reconnaissais. Je me suis retrouvé devant les portes. Ma main tremblait sur la poignée. Tout en moi me criait de ne pas l'ouvrir, mais je ne pouvais pas reculer. Alors j'ai tiré. La porte a grincé, lentement. À l'intérieur, rien. Juste mes affaires, des vêtements entassés, des boîtes empilées. Mais derrière, dans le fond du placard, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu.
Une petite boîte en bois, usée, fermée par un vieux crochet rouillé. Je l'ai sortie avec précaution, et à ce moment-là, le toc-toc a repris. Pas dans le placard, pas dans l'appartement, dans la boîte. J'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai posé la boîte sur le lit et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'un objet, une petite poupée de chiffon aux yeux cousus de fil noir. Exactement la même que celle que j'avais quand j'étais enfant. La même que j'avais jetée il y a plus de 20 ans. Et en la tenant dans mes mains, une voix a chuchoté juste derrière mon oreille. « Tu m'as laissé seul trop longtemps. » J'ai lâché la poupée d'un coup sec, comme si elle m'avait brûlé les mains. Elle est tombée au sol sans bruit et j'ai reculé jusqu'au mur, le souffle court. Je me répétais que je devenais fou, qu'il n'y avait pas de voix, que ce n'était qu'un souvenir qui me rattrapait. Mais alors que je reprenais mon souffle, la poupée a tourné la tête. Lentement. Son petit visage de chiffon s'est orienté vers moi, les yeux cousus fixant ma direction comme si elle pouvait voir à travers. Je me suis figé. Impossible de bouger, impossible de détourner le regard. Et puis, elle s'est mise à ramper. Doucement, maladroitement, traînant son corps de tissu vers moi, ses petits bras de fil se tendant comme pour m'attraper. J'ai hurlé et j'ai couru hors de la chambre, claquant la porte derrière moi. Je croyais que c'était fini, que je l'avais enfermée. Mais le bruit a commencé. Des pas. Des petits pas irréguliers, résonnant dans tout l'appartement. Comme si quelque chose de minuscule se promenait de pièce en pièce. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles, mais les bruits persistaient. Ils s'approchaient, toujours plus près, jusqu'à ce que ça s'arrête, juste derrière la porte où je m'étais réfugié. Le silence est revenu. J'ai osé ouvrir la porte. Le couloir était vide, mais mes murs étaient couverts de symboles, des griffures, des marques tracées à la hâte que je n'avais jamais vues avant. Et dans chacune, une petite croix cousue de fil noir. Alors j'ai compris, la poupée n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. J'ai entendu le toc-toc, pas un, pas deux, mais des dizaines. Tous les placards, tous les meubles, toutes les portes de l'appartement se sont mises à trembler en même temps. Comme si quelque chose attendait depuis des années. Et qu'en trouvant cette boîte, je l'avais libérée, et c'est là que j'ai entendu ma propre voix. Elle venait du placard derrière moi. Elle chuchotait. « Il est temps de rentrer à la maison. » La pluie tombait sans relâche depuis des heures. Elle battait contre les vitres comme un tambourinage furieux, rythmé par les éclairs qui lacéraient le ciel. Chaque détonation de tonnerre faisait trembler la vieille maison. Camille, allongée dans son lit, fixait le plafond. 15 ans, et toujours cette peur irrationnelle de l'orage. Elle essayait de se convaincre que ce n'était rien, juste de l'électricité dans l'air. Mais cette nuit, quelque chose lui disait que l'orage n'était pas le seul à frapper contre la maison. Au début, ce fut un bruit discret, un claquement étouffé quelque part au-dessus de sa chambre.
Elle se redressa, retint son souffle. Rien. Seulement la pluie. Elle ferma les yeux. Puis le bruit revint. Plus clair, plus lourd. Comme un pas suivi d'un autre. Le grenier. Elle se força à rire nerveusement. Une souris, un oiseau peut-être. Mais l'idée d'un pas humain s'accrochait à son esprit, impossible à effacer. Elle serra sa couverture contre elle. Les histoires que son père racontait lui revinrent en mémoire. Qu'enfant, il détestait monter au grenier. Il y avait toujours ce sentiment d'être observé, disait-il en riant. Mais Camille ne riait pas ce soir. Le temps s'étira. Chaque coup de tonnerre ressemblait à une respiration lourde, comme si la maison elle-même vivait. Et au-dessus d'elle, les pas reprirent, lents, mesurés. Camille attrapa son téléphone. 00h12. Elle hésita à réveiller ses parents. Mais l'idée de se faire traiter d'enfant la retint. Elle posa l'appareil, le cœur battant. Un grattement, lent, long, juste au-dessus de sa tête. Cette fois, elle se leva d'un bond. Pieds nus sur le parquet froid, elle traversa sa chambre, tendant l'oreille. Le grattement semblait suivre ses pas, comme si quelque chose l'accompagnait depuis le grenier. Puis le silence. Un silence si dense qu'elle crut entendre son propre sang battre dans ses tempes. Elle s'approcha de la porte. L'orage éclata violemment, un éclair illumina la chambre, projetant son ombre immense sur le mur. Elle sursauta. Et soudain, boum! Un choc sourd, directement au-dessus de sa chambre. Elle n'en pouvait plus. Elle ouvrit la porte et se précipita dans le couloir. L'obscurité l'engloutit, seulement interrompue par la lumière blanche des éclairs. La maison paraissait immense, étrangère. Chaque meuble semblait la regarder, chaque ombre se tordre dans son dos. Elle leva les yeux. La trappe du grenier était entr'ouverte. Camille sentit ses jambes se figer. Cette trappe, elle avait juré ne jamais l'approcher seule. Enfant, elle croyait qu'un monstre l'attendait là-haut. Aujourd'hui, l'idée n'avait jamais semblé aussi réelle. Un nouveau bruit, un grincement, comme si quelque chose descendait lentement l'échelle du grenier. Camille recula d'instinct. Ses pieds heurtèrent une planche qui craqua dans le couloir. Le bruit s'arrêta. Elle osa à peine respirer. Après de longues secondes, elle fit un pas, puis un autre. Doucement, elle monta les escaliers. Chaque marche gémissait sous son poids. Le grondement du tonnerre semblait s'éteindre à mesure qu'elle approchait de la trappe, comme si le silence avait avalé l'orage. Arrivée en haut, elle leva les yeux. Un souffle glacé descendait du grenier, comme si l'air y était différent, plus lourd, saturé d'une odeur de poussière et autre chose. Une odeur métallique qui lui rappela vaguement le sang. Elle tendit la main. Ses doigts tremblaient quand ils effleurèrent la corde de la trappe. Un éclair illumina la maison entière.
Pendant une fraction de seconde, elle crut voir quelque chose là-haut. Une silhouette fine, accroupie, qui l'observait. Elle voulut crier, mais sa gorge resta sèche. Ses lèvres tremblaient sans qu'aucun son ne sorte. Alors, la trappe se referma brusquement dans un claquement assourdissant. Camille hurla, enfin. Son cri se perdit dans le vacarme du tonnerre. Elle dévala les escaliers en courant, retourna dans sa chambre, claqua la porte et se jeta dans son lit. Elle enfouit sa tête sous la couverture, tentant d'ignorer le bruit de ses propres sanglots. Mais ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'était l'ombre. Une ombre différente qui s'étendait maintenant au pied de son lit. Elle ferma les yeux. Le silence s'abattit de nouveau. Puis, très lentement, quelque chose souleva la couverture. Un souffle glacé caressa sa joue. Et dans un chuchotement si faible qu'elle crut l'avoir rêvé, une voix murmura son prénom. Quand ses parents entrèrent dans la chambre le lendemain matin, la fenêtre était ouverte, les rideaux battaient au vent, et le lit était vide. Camille avait disparu. La résidence était calme, comme toujours. Une de ces zones pavillonnaires où les nuits semblaient sans histoire. Les lampadaires diffusaient leur halo jaune sur les trottoirs, dessinant des cercles lumineux entre les haies parfaitement taillées. Dans leur chambre, Léa et Manon, deux sœurs âgées de 15 et 13 ans, peinaient à trouver le sommeil. C'était une soirée d'automne, humide et lourde. Leurs parents regardaient encore la télévision en bas, et les deux filles chuchotaient entre elles sous leur couverture, la fenêtre entr'ouverte pour laisser passer un peu d'air frais. C'est Manon qui remarqua la première. « Léa, regarde, là, dehors. » Sa voix tremblait à peine. Léa soupira, habituée aux peurs nocturnes de sa petite sœur. Mais quand elle se pencha, son cœur se serra. Près de la clôture du jardin, une ombre venait de se déplacer. Pas celle d'un arbre, non. Quelque chose de plus net. Une silhouette humaine, grande, immobile maintenant. Comme si elle avait compris qu'on l'observait. « Tu as vu ?» souffla Manon. « Oui. » Elles restèrent figées, les yeux rivés sur le jardin. Le souffle court les attira doucement le rideau, comme pour se protéger du regard invisible qui les fixait depuis l'extérieur. Un quart d'heure passa. Les bruits familiers de la maison, les rires étouffés de leurs parents, le ronronnement du réfrigérateur semblaient irréels. Tout leur esprit restait bloqué sur le noir du jardin. Et soudain, un nouveau mouvement. Cette fois, ce n'était pas une seule ombre. 3 silhouettes se dessinaient dans l'herbe, alignées, immobiles. Elles semblaient plus sombres que la nuit elle-même, plus épaisses. Et aucune lumière ne pouvait expliquer leur présence. Manon recula jusqu'à son lit, tremblante. « C'est quoi ça ?» Léa n'avait pas de réponse. Ses mains devenaient moites. Elle voulait prévenir ses parents, mais une peur sourde la paralysait. Et si, au moment où elle quitterait la chambre, ces choses entraient dans la maison?
Un grattement sec retentit contre la vitre. Les deux sœurs hurlèrent à l'unisson, mais leurs voix furent étouffées par le tonnerre qui éclata au loin, comme si la nature elle-même conspirait pour cacher leur détresse. Léa rassembla son courage et écarta brusquement le rideau. Le jardin était vide. Pas de silhouette, pas d'ombre. Juste l'herbe luisante de rosée. Elle se retourna vers Manon avec un sourire forcé. « Tu vois, c'était sûrement notre imagination. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de finir, les lumières de la rue s'éteignirent brusquement. Les lampadaires s'étaient tous éteints d'un coup, plongeant la résidence entière dans une obscurité totale. Le silence s'épaissit. Puis, derrière la vitre, deux yeux brillants s'ouvrirent dans le noir. Haut, trop haut pour être ceux d'un animal. Ils semblaient collés à la fenêtre, les fixant sans cligner. Manon étouffa un cri et recula jusqu'au mur. Léa resta paralysée, incapable de détacher son regard de ses yeux froids, inhumains. La poignée de la porte de leur chambre se mit à tourner lentement. Les deux sœurs se figèrent, le souffle coupé. Leurs parents? Impossible. Elles entendaient toujours le téléviseur en bas, les voix, le bruit rassurant du canapé qui grince. Alors, qui était derrière la porte? La poignée s'arrêta. Puis un coup sec retentit contre la vitre. Cette fois, la fenêtre vibra. Une fissure fine apparut dans le coin du verre. « Léa? Ils veulent entrer ?» sanglota Manon. Le téléviseur en bas s'éteignit soudainement. Le bruit de la maison disparut. Plus rien. Pas même le ronronnement du frigo. La maison entière semblait morte. Elle n'osait plus respirer. La fissure sur la vitre s'élargit dans un craquement, comme si une pression invisible s'exerçait de l'autre côté. Et dans l'obscurité totale du jardin, des dizaines d'ombres apparaissaient maintenant. Pas 3, pas 4, des dizaines. Elles se tenaient immobiles, toutes tournées vers leur chambre. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Lent, lourd, approchant de la porte. Léa attrape la main de sa sœur. On court en bas, maintenant. Elles bondirent hors de la chambre, dévalant l'escalier à toute vitesse. Mais en arrivant dans le salon, elles s'arrêtèrent net. La télévision était allumée. Sur l'écran, elles se virent elles-mêmes. Deux silhouettes filmées de dos, figées à la fenêtre de leur chambre. Manon lâcha un cri d'horreur. Léa attrapa la télécommande, appuya frénétiquement sur les boutons. L'image resta immuable. Elle observait, en direct. Un bruit sourd les fit se retourner. La baie vitrée du salon s'ouvrait doucement comme poussée par une main invisible. Les ombres entraient. Elles reculèrent jusqu'au mur, serrées l'une contre l'autre, quand soudain, toutes les lumières se rallumèrent. Les parents surgirent, alarmés par les cris. La baie vitrée était fermée, intacte. Le salon parfaitement normal. Mais les deux filles restaient tétanisées, les yeux fixés sur l'écran. Car même si tout semblait rentrer dans l'ordre, l'image, elle, n'avait pas disparu. On voyait toujours deux adolescentes à la fenêtre, sauf que cette fois, elles n'étaient plus seules.
Derrière elle, une silhouette noire venait de poser sa main sur l'épaule de Manon.